Nombreux ce soir. Je m'appelle Grégoire Mialon, je suis chercheur dans l'équipe Lama et plus précisément, je travaille sur les agents et ça va donc être sans surprise le but de mon intervention. Quand j'ai parlé à Maxime en amont du talk, il m'a dit que la moitié des gens codaient des agents tous les jours et l'autre moitié n'en avait jamais codé. Donc, j'ai essayé de me ramener à des phénomènes basiques à discuter et en espérant que ça parlera à tout le monde. Avant de commencer, un petit mot sur Lama. Comme le disait Laurent, Lama, c'est une série de modèles qui est actuellement née à Paris. On avait une équipe qui travaillait sur du theorem proving avec notamment des LLM qui avaient besoin de meilleurs LLM pour leurs preuves. Comme c'était une équipe qui était par ailleurs plutôt talentueuse, ça a abouti sur un LLM qu'on connaît tous aujourd'hui sous le nom de Lama 1. Lama 1, c'était un très bon modèle pre-train, pas très fine-tuné, ou juste un tout petit peu. Et donc, une innovation majeure en juillet, donc 3 ou 4 mois après GPT-4, ça a été de faire un gros travail de RLHF à partir de Lama 1 et de faire un modèle qui est vraiment très bon à comprendre, en tout cas qu'il était à l'époque, à comprendre les intentions des utilisateurs. Alors je ne vais pas refaire toute la frise chronologique, peut-être deux derniers stops. En juillet dernier, Lama 3 et 3.1. Là, la différence majeure avec Lama 2, c'est qu'il y a un post-training beaucoup plus important qui couvre différentes capacités, le code, le multilinguality, la capacité à appeler des tools, on y reviendra. Et dernière itération en décembre 2024, Lama 3.3, un 70B, aussi bon en théorie que le 405B, mais donc qui lui peut tenir sur un nœud, et ce qui est quand même plus sympa. Et donc peut-être Lama 4 pour bientôt. Donc encore une fois, voilà, Lama 3.3, un 405B, mais dans 70B paramètres, très capable en function calling, qui, on va le voir juste après, est une capacité importante à avoir si on veut construire des agents. Donc l'agenda de ce soir, d'abord je vais revenir rapidement sur comment on passe d'un modèle de chat dans une boîte qui répond à nos questions à ce qu'on appelle aujourd'hui des agents. Ensuite, je vais me concentrer sur un exemple de produit agent dans la vraie vie aujourd'hui et sur comment on peut évaluer ces agents, comment on mesure le progrès aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est une question extrêmement, pas technique, mais très, très complexe. C'est dur de faire des évaluations difficiles pour les LLM aujourd'hui, mais extrêmement importante parce que dans notre communauté, dès lors que vous avez une bonne évaluation, les gens ont envie d'améliorer les scores sur cette évaluation et donc en proposant des évaluations, vous orientez le développement des modèles. Et pour terminer, je vais faire une sorte de liste de points intéressants mais que j'ai pas eu le temps de développer et ça vous donnera peut-être des idées pour la session de questions-réponses. Donc, comment est-ce qu'en 2 ans, on est passé de modèles qui répondent plutôt pas mal à mes questions à des modèles qui peuvent exécuter des actions et faire des choses pour moi. Alors, c'est un point de vue très, très personnel, mais en même temps, c'est ce dont j'étais témoin dans la communauté de recherche, mais aussi en interne chez Meta. Pour moi, l'origine des agents, c'est cette idée de tool use. Donc, il y a 2 ans, les LLM étaient un peu moins performants sur les benchmarks que ce qu'ils sont aujourd'hui, mais les problèmes étaient déjà connus, ils pouvaient halluciner, ils étaient entraînés sur des données qui s'arrêtaient à une certaine période dans le temps, donc c'était pas très bon forcément pour répondre à des questions qui concernent des événements ultérieurs. Et donc à l'époque, une bonne solution à ça paraissait de patcher les LLM et de leur permettre d'utiliser Internet pour répondre à des questions plus récentes ou être un peu plus factuelles. Les LLM sont très bons pour générer du langage naturel, ils sont aussi très bons pour générer du code, et donc en instanciant l'utilisation d'Internet sous forme de code, en exécutant, par exemple sous forme d'API, donc c'est ce que j'ai mis sur la figure à droite,
Là, c'est un moteur de recherche qui s'appelle Brave Search. Donc, en laissant le LLM écrire une query pour un moteur de recherche et en appendant le résultat au contexte du LLM, le LLM était naturellement capable de faire une réponse très raisonnable. Donc ça a donné lieu à plusieurs travaux. Donc Toolformer qui vient de Meta, Augmented Language Models qui vient aussi de Meta. Et donc, de fait, on a aussi pris soin de la capacité à appeler des tools dans Llama 3.1, puisqu'on avait beaucoup de chercheurs qui étaient dans Toolformer ou dans Augmented Language Models qui ont travaillé sur le post-training de Llama. Et évidemment, c'est aussi quelque chose qui a été introduit dans GPT-4. Ce que je trouve intéressant, alors ça, je ne sais pas si ça va vous parler, mais comme je vous disais, utiliser des outils, ça paraissait d'être une façon de patcher des défauts des LLM. Ce qu'on ne mesurait pas forcément il y a 1 an, 2 ans, peut-être plutôt 2 ans, c'est que certes, on peut patcher des problèmes des LLM en leur donnant accès aux outils, mais en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on élargit énormément le spectre des tâches que les LLM peuvent résoudre. En donnant Internet à mon modèle, certes, je peux le rendre un peu plus factuel, certes, il peut répondre à des questions sur des choses qui sont passées après sa date limite d'entraînement, mais aussi il peut peut-être faire une recherche Internet pour moi, tout résumer et me faire un rapport détaillé. On en parlera plus tard. Donc ça, c'est un modèle qui peut faire un tool call, mais en fait, on n'est pas obligé de s'arrêter en si bon chemin. On peut aussi faire plusieurs tool calls à la suite. Ça, c'est une figure qu'on a mis dans le papier Llama 3.1. Ça paraît ça paraît déjà vieux aujourd'hui, mais il y a 9 mois, c'était quand même assez dingue de donner au LLM un CSV de données et de lui demander de faire une analyse et de voir que le LLM était capable d'appeler les tools à la suite. Donc d'abord pour lire le LLM, donc un tool call, le fichier données, pardon, un tool call. Pour faire 2-3 analyses sommaires, un deuxième tool call, et puis pour faire un plot, un troisième tool call. Donc, voir Llama 3.1 et pouvoir faire plusieurs tool calls enchaînés à la suite, c'était très étonnant de voir qu'il n'y avait pas besoin de tellement de données pour y arriver. Voilà, et donc Llama 3.1, c'est déjà un modèle capable de faire plusieurs tool calls à la suite, et donc là, vous voyez clairement où je veux en venir. On a déjà un proto-agent. Alors, qu'est-ce que c'est un agent en général, si on prend un peu de recul, si on s'abstrait de ce que je viens de dire? Au fond, il y a 4 éléments, peut-être même 3 pour moi. D'abord, il y a un environnement. Donc, un environnement, c'est quoi? C'est une abstraction qui reçoit des actions et en échange vous envoie un signal. Dans mon exemple précédent, l'environnement, c'était ce moteur de recherche qui reçoit des queries et qui renvoie des résultats de queries qui reviennent dans le contexte du LLM. Donc il y a plusieurs types d'environnements. Il y a des environnements réels, Internet. Il y a des environnements simulés. Il y a plusieurs types d'actions. On peut avoir des actions qui sont read-only, donc je vais juste get quelque chose, je vais lire quelque chose sur Internet ou dans mon environnement simulé. Il y a aussi des actions write. Je vais modifier l'état de mon environnement. Et puis même dans ce système, donc même en termes de perception et action, on a des environnements qui vont être plutôt API based. Donc je vais appeler une API, je vais avoir un résultat de type texte. Mais on peut avoir d'autres environnements. Par exemple, on le verra plus tard aussi dans le cas de certains agents. Mon environnement, ça peut être en entrée en termes de signal, juste une capture d'écran de mon ordinateur. Et mes actions, ça peut être des coordonnées et un clic pour faire quelque chose sur cet écran. Donc ça, c'est l'environnement. Bien sûr, dans cet environnement, qu'est-ce qui évolue? Un LLM. Mais ce LLM, il est en général pas tout seul. Il est au sein de ce qu'on appelle une orchestration. C'est une boucle, while, globalement. Alors soit c'est le modèle qui choisit lui-même de s'appeler et d'arrêter en toute autonomie. On peut aussi lui donner un budget. On peut dire au bout de 20 steps, c'est fini, j'arrête tout. Donc il y a plusieurs façons de configurer cette boucle, mais enfin à la fin, pour être capable de faire plusieurs tool calls à la suite, on a cette boucle while. Et c'est simplement ça. Et ensuite, au-dessus de cette boucle, on peut rajouter, on peut peut-être donner à l'agent des sous-agents, à instancier pour les envoyer eux-mêmes faire des tâches. On peut leur rajouter de la mémoire, mais c'est accessoire encore aujourd'hui.
Et donc si j'ai ces trois choses, un LLM au sein des orchestrations dans un environnement, j'ai un système qui est capable de travailler pendant un certain nombre d'étapes et donc un certain temps en fait sur une tâche. Et donc pour être bon à ça, on verra plus tard, mais il faut que le LLM sache un minimum planifier, gérer les ambiguïtés, avoir un minimum de mémoire ou en tout cas se souvenir des choses sur un contexte assez long et d'autres qualités encore. Donc là, je veux insister sur le fait que le LLM, c'est une partie de quelque chose qu'on peut, je pense, appeler un système. Et ça devient, je pense, assez standard aujourd'hui de pas évaluer que un LLM, mais souvent une orchestration et un LLM de façon jointe, puisqu'il y a des orchestrations qui peuvent être plus ou moins adaptées à certains LLM. Donc ça, c'était pour définir ce que sont les agents de façon abstraite, mais plus concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, je voudrais parler. Alors, je vais prendre un exemple d'agent qui, je pense, est un des premiers agents produits pour grand public qui existe, qui est la fonction Deep Research de OpenAI. Alors, je ne sais pas comment play cette vidéo. Ok. Alors, je ne sais pas. Peut-être que tout le monde ici a fait une requête sur Deep Research, ou peut-être pas. Donc, dans le doute, j'ai mis une vidéo de moi en train de faire une requête sur Deep Research. Qu'est-ce que c'est comme agent? C'est un agent qui prend en input un sujet de recherche et qui va travailler pour moi pendant potentiellement plusieurs minutes, en général 10 minutes, 15 minutes, qui va faire du multi-step tool calling, parfois réfléchir, continuer, arrêter, et qui va faire une recherche en profondeur sur le web pour répondre à ma requête, et qui à la fin va résumer tout ce qu'il a trouvé en un rapport sourcé. Donc, si on se ramène à ma définition précédente, ici, notre environnement, c'est quoi? C'est le web. Le type d'action, c'est du read-only. Jusqu'à preuve du contraire, Deep Research OpenAI ne modifie pas l'état de l'environnement, ne modifie pas l'état du monde. Le LLM, alors là, il y a des sources qui disent que c'est O3 qui est le LLM au centre de l'orchestration d'OpenAI. Donc, un modèle capable de faire du tool calling et de raisonner de façon assez approfondie. L'orchestration, là, pour le coup, je ne sais pas. Vous avez peut-être plus d'informations que moi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un modèle qui est capable de travailler pendant 10-15 minutes, complètement différent d'un chat modèle qui, en général, nous répond au bout de quelques secondes. Et ça se traduit par un plan, une exécution qui peut prendre environ 50 étapes. Une chose intéressante aussi, c'est que Deep Research, c'est plus comme un chat modèle qui exécute ce qu'on lui demande sans broncher. C'est un modèle qui va nous poser des questions pour nous demander de clarifier nos requêtes. C'est très intéressant. Aujourd'hui, un chat modèle, quand on lui envoie une prompt, si le modèle n'a pas fait exactement ce qu'on attendait, tant pis, on recommence, ça prend quelques secondes. Deep Research, ça prend 10 minutes. Donc il est plus question il est beaucoup moins question de recommencer en cas de malentendu. Et donc, ce que fait OpenAI, c'est de poser des questions de clarification avant de lancer la recherche. Et ça a l'air de rien dit comme ça, mais ce paradigme où le modèle peut aussi nous poser des questions et nous query nous, ça change de trois choses. Donc, c'est un produit que je trouve assez impressionnant. Ça génère des rapports de très bonne qualité, bien sourcés, longs, instructifs en général, parfois un peu qui ont un côté un peu rédac, parfois un peu long inutilement, mais enfin, ça génère quand même des très bonnes réponses. Et ce qui est intéressant, c'est que des rapports, c'est pas facile de mesurer leur qualité. Et donc, finalement, comment est-ce que moi je sais que OpenAI Deep Research c'est un bon agent? Comment est-ce que les chercheurs d'OpenAI ont pu savoir qu'ils étaient sur la bonne voie en développant leur agent? Donc c'est quelque chose que je veux aborder maintenant. Alors, les évaluations en IA, vous le savez peut-être, c'est absolument crucial et c'est même stratégique.
C'est crucial parce que aujourd'hui, les projets d'IA engagent des ressources assez importantes, une expérience assez complexe. Et en échange de cette expérience, il nous faut un signal fiable pour savoir si on progresse ou pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comme je le disais, on est une communauté qui aime bien progresser sur nos évaluations. Et donc, qui publie une évaluation populaire oriente en un sens ce que va faire la communauté. Le problème, c'est que évaluer les LLM, c'est tout sauf facile. Pourquoi ? Parce que c'est des systèmes qui sont très bons à mémoriser les choses. Et donc, pour peu que la réponse à ma question traîne quelque part sur Internet, je ne pourrais jamais vraiment savoir si mon modèle a eu bon, parce que mon modèle est fondamentalement bon, ou si mon modèle a juste vu passer la réponse quelque part. C'est un problème encore pire avec les agents qui vont sur le web. Un agent convenable sur le web devrait avoir théoriquement 100% sur des évaluations comme MMLU. Il lui suffirait juste d'aller voir la réponse sur le site de Hugging Face, par exemple, qui host le dataset. Et donc, on voit comment les évaluations traditionnelles de LLM deviennent caduques avec les agents. En dehors des agents, l'IA va très vite aujourd'hui. Vous l'avez peut-être vu cette courbe, mais moi je l'aime beaucoup. C'est une courbe qui montre que au fil des ans, les nouvelles évaluations publiées sont saturées de plus en plus vite. Ce qui montre que, encore une fois, il a fallu, parce que maintenant les gens y ont un peu réfléchi, mais il a fallu repenser la façon dont on fait les évaluations des LLM et des agents. Et donc la dernière chose, dernier critère d'une bonne évaluation, il faut que le progrès, que cette évaluation reflète des tâches importantes, que le progrès réalisé sur cette évaluation se traduise par des progrès concrets des modèles, et pas juste devenir très bon à des questions ou à des capacités qui n'intéressent personne. Donc, avec tous ces requirements en tête, je vais parler de Gaia, qui est un benchmark qu'on a proposé chez Meta pour les agents il y a 1 an et demi, et qui nous paraissait une bonne façon à l'époque de répondre à ce problème. Alors bon, déjà, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est des questions qui nécessitent de faire plusieurs étapes de recherche sur le web. C'est des questions qui sont très improbables, donc pour lesquelles il y a peu de chances que vous ayez en plein texte la réponse sur Internet, ce qui évite la mémorisation, sachant que les réponses du test set sont cachées. C'est des questions aussi qui vont un peu à rebours des évaluations traditionnelles parce qu'elles sont toutes faciles pour les humains. Pour peu que vous soyez assez patient, vous pouvez répondre. 90%, 95% des gens peuvent avoir correct à ça. Mais quand on a publié le benchmark, les modèles étaient extrêmement mauvais. Et donc, cette évaluation, on l'a proposée à la fin de 2023. On a collaboré avec Hugging Face, qui nous a fait gentiment un leaderboard. Et donc à l'époque, donc figure du haut, quand on a publié le benchmark, le meilleur modèle, qui était GPT-4 avec des tools réglés par un humain, et l'humain c'était moi, faisait sur le niveau le plus facile 30%. Tout à l'heure, j'ai pris une capture d'écran du leaderboard de Hugging Face. Donc un agent avec Claude 3.7 fait 86% sur le niveau 1. Le niveau 3, jamais un modèle de langage avec des tools ou pas a pu répondre correctement aux questions. Là, alors pour peu que la soumission soit authentique, mais là, au niveau 3, le meilleur agent du leaderboard, il a plus de 50% des questions justes. Donc c'est extrêmement impressionnant. Donc Gaia, c'est un benchmark qui commence, qui gagne beaucoup de traction, mais qui sera peut-être bientôt saturé, étant donné le rythme, encore une fois, du progrès. Et donc c'est peut-être un bon moment pour revenir sur ce qui fait son succès et sa limite. Bon, déjà, donc, comme je le disais, c'est un benchmark qui est idéal pour des produits comme Deep Research,
parce que ça mesure la capacité de votre agent à faire une recherche sur le web pendant plusieurs étapes et à revenir avec une réponse très factuelle, très exacte. Et donc c'est un proxy assez intéressant pour des tâches comme Deep Research, si on voit un rapport comme une somme de facts exacts à retrouver. De façon assez intéressante aussi, chez nous, mais peut-être à l'extérieur, c'est un benchmark qui a permis de détecter certaines innovations importantes. Le premier modèle à faire une percée sur le leaderboard de Gaia, c'est un modèle avec une orchestration qui venait d'une fac d'Asie du Sud-Est, ça il y a un an, un peu plus peut-être, avec une orchestration très très solide. Et c'est là, en tout cas, c'est peut-être un des moments où la communauté a commencé à se rendre compte que travailler sur l'orchestration pouvait apporter des résultats très concrets très rapidement sur des benchmarks difficiles comme Gaia. Alors un autre succès de Gaia, c'est que OpenAI s'évalue dessus pour son produit de Deep Research. Donc c'est ce que j'ai mis, l'illustration que j'ai mis à droite. Et notamment, on voit que plus OpenAI met de compute pour sortir une réponse, donc la ligne en gras, meilleur est le résultat. Et donc c'est aussi un des benchmarks qui permet de capturer cette notion de test time compute, c'est-à-dire que au lieu de générer juste le nombre de tokens nécessaires à l'inférence, on va se donner un budget plus important pour permettre peut-être au modèle de raisonner, se corriger et à la fin de trouver une meilleure réponse. Et c'est aussi, je pense, dans une certaine mesure, un benchmark qui a montré que l'intérêt de, au lieu de viser des tâches PhD plus level en mathématiques qui sont importantes mais qui concernent un nombre restreint de gens, aussi penser à des tâches plus basiques mais difficiles pour les modèles. Et il y a toute une série de benchmarks maintenant qui couvrent des tâches soit très basiques pour des humains, par exemple ArcAGI, ou un peu moins basiques mais quand même assez général comme Swebench, qui consiste à résoudre des issues sur GitHub. Et alors quelque chose qu'on a à peine gratté et que pour le coup ArcAGI 2, dont je vais parler, a fait, c'est remettre en cause cette notion de métrique absolue sur un benchmark. Un modèle, c'est pas juste un chiffre sur un benchmark, il y a aussi le coût associé derrière, le temps que le modèle a mis pour répondre, qui peuvent influencer sur la performance, et c'est des choses à regarder d'un peu plus près aujourd'hui. Donc comme je le disais, je pense que c'est un benchmark qui a eu un certain succès, mais qui a aussi des limites. Et si c'est un bon benchmark pour des produits comme Deep Research, c'est aussi un benchmark qui est en réalité limité à ça, puisque c'est à la fin, pour être bon sur Gaia, il faut savoir faire des reductions sur le web. Mais comme je le disais plus tôt, on peut avoir envie d'avoir un agent qui est capable de faire des choses pour moi et de modifier l'état du monde, par exemple envoyer des emails, booker des meetings avec des gens. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évalué dans Gaia. Bon, le benchmark commence à être saturé et je pense qu'à l'ère du reinforcement learning, de O1, R1, ça ne va pas s'arranger. Je pense qu'à partir du moment où on a un environnement stable et un bon algorithme de RL, on peut aller encore plus vite qu'avec juste un LLM. Et donc ce que je disais, encore une fois, quelque chose qu'on a un peu commencé à gratter, mais qu'on n'a pas poussé et qui a été poussé par ArcAGI 2, c'est cette notion de performance versus coût. Par exemple, vous connaissez peut-être ArcAGI, c'est un benchmark qui consiste à étant donné des patterns, à prédire quels vont être les prochains patterns. C'est des choses que la plupart des humains peuvent résoudre assez facilement. Mais c'est aussi quelque chose auquel les modèles sont mauvais. Ce que nous montre cette façon un peu différente de voir les modèles, c'est que toutes les méthodes ne sont pas égales en termes de performance pure, mais aussi en termes de scaling. Alors, je ne sais pas si c'est un bon exemple, parce que je ne sais pas quels sont les fondamentaux de ces méthodes, mais ce que vous voyez là sur la courbe, c'est que au lieu d'évaluer encore une fois des modèles, vous pouvez évaluer des méthodes. Donc là, par exemple, ces 3 points correspondent à une évaluation de O3 mini avec, alors je pense, c'est des budgets de compute un peu différents.
Et donc, ce qu'on arrive à obtenir, c'est si je mets 10 fois plus de compute dans cette méthode-là, dans ce modèle-là, c'est quelle va être ma performance. C'est une sorte de scaling law pour la performance en fonction du budget qu'on va y mettre. Et c'est intéressant parce qu'on voit que de ce point de vue-là, toutes les méthodes ne sont pas égales et que par exemple, Claude, pour peu qu'on y mette un peu plus de compute, alors par un biais différent parce que c'est plutôt par la taille du contexte, Claude a l'air, cette façon-là de mettre du compute a l'air d'avoir une pente plus importante et donc peut-être, si on se projette un peu plus loin, de repasser au-dessus de O3. Donc voilà ce que je voulais dire sur que sont les agents, en théorie, en pratique, comment on l'évalue et quels sont les enjeux derrière cette évaluation. Il y a pas mal de choses que je trouve intéressantes personnellement dont j'ai pas parlé mais qu'on peut aussi aborder à la session de questions-réponses. Donc comme je vous le disais, les évaluations que j'ai discutées, le produit que j'ai discuté, c'est des choses qui font des redactions sur le web. Mais peut-être que moi j'ai envie d'un agent qui puisse faire des choses pour moi. Et peut-être que ça nécessite d'aller sur un environnement simulé pour éviter les accidents. Donc ça pose une série de questions. Qu'est-ce qu'il faut simuler? Qu'est-ce qu'il faut simuler absolument? Quelles sont les limites d'un environnement simulé? Est-ce qu'il y a un transfert d'un environnement simulé à un environnement réel qui aura beaucoup plus de distractions, de bruit, de perturbations, donc qui sera peut-être plus difficile? Est-ce que c'est possible de recréer un environnement simulé qui est assez proche d'un environnement réel? Ça, c'est des questions ouvertes. Le facteur de forme des agents. Aujourd'hui, Deep Research, on reste dans la fenêtre de chat de OpenAI. Il faut cliquer sur un bouton et faire sa query. Peut-être que demain, on va se rendre compte que le facteur de forme d'un agent optimal, c'est autre chose. Peut-être ça pourrait être dans ma montre, sur mon téléphone ou ailleurs. Et d'ailleurs, on a des agents qui sont par exemple capables de prendre compte. Je pense que ça, pour le coup, vous êtes au courant. Vous avez l'air bien tenu au courant par Nicolas, mais donc il y a des agents qui sont capables de prendre le contrôle d'un ordinateur pour faire une petite série d'actions. Et puis dernier point, le rôle de l'open source, on pourra aussi en parler. Est-ce qu'on va avoir de l'open weights pour les agents? Et comme les agents sont des systèmes qui viennent avec une orchestration et donc du code, qu'est-ce que ça veut dire l'open source pour les agents? Est-ce que les gens vont être satisfaits si on open source simplement les weights? Est-ce qu'il faut aussi open source le code de l'orchestration? Un bon exemple de ça, c'est le protocole MCP d'Anthropic, qui est open source, de façon très intéressante, alors qu'Anthropic ne release pas ses weights. Et puis, dernier point, c'est la safety. La safety pour les LLM, ça consiste à vérifier que le modèle ne répond pas à un certain type de prompt, que le modèle répond bien à un autre type de prompt. Demain, la safety des agents, ça va être autre chose. Il va falloir que... Il y a même des prompts anodines qui vont pouvoir avoir des effets très néfastes. Peut-être qu'on va pouvoir créer des agents pour spammer des sites, arnaquer des gens. Et donc, la safety, je pense, va devenir encore plus concrète en passant des LLM aux agents. Voilà, c'est 4 axes où il y a déjà beaucoup de choses à dire, donc je vais m'arrêter là. Je pense qu'on va passer la vidéo. Donc en conclusion, alors cette conclusion absolument modeste, mais est-ce que avec les agents on va vers AGI? Malheureusement, je ne sais pas. Je pense que on va avoir avec les LLM, le RL, des résultats très impressionnants. Je pense qu'on sera pas loin d'avoir ce qu'on dit des remote coworkers qui peuvent travailler pour nous pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, voire plusieurs jours, revenir vers nous s'il y a un problème, continuer à travailler, tout ça dans un espace numérique. Ça fonctionne parce qu'on a des algorithmes qui semblent passer à l'échelle quand on rajoute plus de compute et plus de données, en tout cas pour l'instant. Parfois, de l'extérieur, les gens ont l'impression que les LLM saturent. En réalité, c'est les benchmarks qui saturent, c'est pas les LLM. Et quand on commence à mesurer d'autres choses, par exemple, au lieu de regarder si on passe de 91 à 92 sur MMLU, on s'intéresse à de nouvelles tâches. Là, on voit que le progrès est quasi linéaire, comme ce qu'on a vu sur Gaia. Voilà, je vais m'arrêter là et j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.
Alors, on va prendre les questions. C'est au shotgun. Premier qui lève la main. Hop, c'est parti. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je suis Olivier de la société IO Olive, on fabrique des ordinateurs pour les calculs de l'IA. Est-ce que du coup est-ce qu'il y a une standardisation du compute aujourd'hui? Est-ce qu'on est, plutôt que de dire on fait plus ou moins de compute, est-ce qu'on est capable de dire on utilise tant de cœurs CUDA pendant tant de millisecondes ou tant de H100 pendant tant de temps, etc. Est-ce qu'il y a une standardisation là-dessus? C'est difficile à dire. On peut toujours réussir à estimer, en fonction de l'expérience qu'on veut faire, la quantité de compute dont on va avoir besoin. Ensuite, parler de standardisation, c'est difficile à dire. Je pense aussi que, alors, je ne sais pas si c'est lié à votre question, mais cette idée, par exemple, de faire plus de compute à l'inférence, ça peut, à mon avis, ça change un peu les choses par rapport à des clusters pensés que pour le pré-entraînement ou un peu de post-training. Donc, dans ce sens-là, il y a peut-être moins de standardisation. Et puis, je me permets de compléter. En fait, comme les agents vont faire des tâches, la nature des tâches en elle-même va être très très variable. Comme tout à l'heure, tu parlais entre booker un meeting qui est quelques call API et faire un deep search qui peut être potentiellement, on fait tourner pendant, je sais pas, ça peut être toute une journée. C'est hyper varié. Donc la standardisation, je sais pas si elle va être compliquée. Après, peut-être sur des unités de base standardisées de tâches, peut-être qu'on y arrive. Non, c'est un très bon point. Aujourd'hui, quand on entraîne ou quand on infère, on le fait par batch. Si dans mon batch, j'ai une tâche qui va me prendre 1 minute et une tâche qui va me prendre 1 heure, c'est un peu sous-optimal. Il y aura peut-être des questions ici à gratter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour la présentation. J'avais une question par rapport à cette notion-là de tools, du coup. Je me demandais, est-ce que les tools sont forcément des fonctions explicites écrites dans le code qu'on va ensuite fournir à l'agent, ou alors est-ce que l'agent écrit entre guillemets les fonctions qu'il va exécuter ensuite? Je pense que vous venez de dire, les deux sont. Moi, je vois il y a au moins 2,5 paradigmes. Il y a les agents qui utilisent exactement les mêmes infrastructures que les humains. C'est ce qu'on appelle les computer use agents. L'entrée, c'est une capture d'écran, et la sortie, c'est une commande, un clic, une commande sur le clavier. Il y a les agents plutôt text API based, et dans ce cas-là, soit le tool a une forme prédéfinie, soit l'agent peut simplement écrire du code, donc qui est complètement ad hoc, et l'exécuter. Donc je pense que ça correspond plus à ce que vous dites, quitte à le sauvegarder plus tard si jamais c'est un bout de code intéressant, etc. Donc il y a au moins, je pense, ces 3 façons de faire. Et on prend 2 autres questions rapidement. Hop. Merci beaucoup. À partir du moment où on laisse la capacité à l'agent d'écrire son propre code, quels guardrails on a d'empêcher des actes malveillants, voire carrément néfastes dans les systèmes, enfin dans l'environnement avec lequel il interagit? Il y a quand même un ensemble de techniques qui permettent de sandboxer un agent. Il y a peut-être des protocoles et d'autres techniques à inventer, mais je pense qu'on part pas de zéro. Il y a des choses à faire. Désolé de pas être plus précis sur la question. C'est là, Maxime. Allez. Parfait. Moi, je voudrais poser la question sur MCP. C'est quoi la posture de Meta sur ça? Vous voulez support les protocoles? Vous voulez améliorer peut-être les protocoles? Parce que c'est vrai que de le côté de l'utilisateur, c'est mieux d'avoir une chose uniforme. Mais alors, je pense pas que Meta ait une posture officielle sur MCP. Moi, mon sentiment, c'est que c'est très utile pour nous, parce que si nous, on utilise ce standard-là, on peut avoir accès à un très grand nombre de tools presque gratuitement. Donc pour développer des agents, c'est utile. Il peut y avoir plus de tools. Peut-être aussi, pareil, je ne peux pas vraiment en dire plus, mais c'est des questions ouvertes. Peut-être que MCP a certaines limites.
par rapport à ce qu'on peut vouloir faire avec des agents. Alors peut-être que MCP va évoluer, ou peut-être qu'il y a des flows fondamentaux qui vont justifier un autre protocole, je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt positif d'avoir quelque chose comme ça. Je pense que, honnêtement, là je parle juste au nom d'équipe, ça ne nous dérange pas d'utiliser MCP du tout, au contraire. Bonjour, super Prez, merci. Moi j'ai une question concernant en fait la capacité des agents à garder en fait un alignement par rapport au contexte sur les recherches très très longues. J'ai essayé aussi Deep Research avec OpenAI et je me suis rendu compte, un peu comme tu l'as remarqué, que parfois il devenait verbeux et qu'il s'éloignait de ma requête initiale. Comment tu gardes la cohérence sur l'alignement de la requête de départ? C'est une question de recherche. Je pense que plus les modèles deviennent bons, plus on peut aussi surveiller ou corriger des modèles avec d'autres modèles. Et donc, si les deux modèles progressent en même temps, on peut sans doute arriver à scaler et à dépasser ce qu'un annotateur humain pourrait faire. Et donc, c'est quelque chose, c'est pas nouveau ce que je dis, mais je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas aussi dans le cadre du Deep Report. Je pense qu'aujourd'hui, les agents, on est un peu dans leur balbutiement. Je pense que, intuitivement, je dirais qu'on est dans la phase instruction following des agents, même peut-être pas encore dans la phase RLHF, dans la phase préférence. Donc, je suis d'accord avec vous que c'est une question, mais il y a des techniques qui ont eu l'air de fonctionner dans le cas du chat modèle, et je pense qu'il y a plusieurs choses à essayer pour résoudre ça. Et est-ce que quelqu'un a une dernière question? Et après, on passe au talk suivant. Allez. Alors, bonjour et merci pour la présentation. Du coup, ma question, elle est plutôt liée à la métrique MMLU, qui est utilisée pour évaluer des modèles beaucoup plus gros et pensés pour être généralisés à plusieurs cas d'usage. Est-ce que cette métrique s'applique à des modèles plus petits qu'on va entraîner pour des cas d'usage spécifiques? C'est une bonne question. Oui, vous pouvez toujours l'appliquer. Oui, ça va toujours refléter dans une certaine mesure quelle connaissance votre modèle a acquis. Si vous avez un cas d'usage précis en tête, il y a peut-être encore mieux à faire et utiliser une évaluation qui est complètement alignée avec ce que vous voulez faire. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Eh ben, merci beaucoup.